Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN. Vous êtes né à Nice, marié, père d'une fille, Jennifer, qui est avocate au barreau de Nice, ancien élève de l'école Vernier et du Parc Impérial. Vous êtes devenu avocat après un DEA en droit international, public et privé. Vous avez grandi et vous résidez bien évidemment à Nice. Rudy Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier invité de cette longue série d'émissions qui fera donc toute l'année 2019, sans détour, tous les dimanches à 10h en direct sur Radio Shalom, Nitsan et les réseaux numériques. Rudy Sall, vous êtes profondément attaché au pays niçois et vous avez à cœur d'en défendre avec fierté son patrimoine, son identité et ses traditions. Député de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes depuis 1988, vous avez été aussi conseiller municipal de Nice de 1983 à 1995. Comme vous voyez, on a fait un véritable parcours de recherche sur vous. Depuis mars 2008, vous êtes adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi, et également délégué au tourisme et aux relations internationales et à l'animation des quartiers. C'est bien ça? Absolument, je vois que vous avez fait une belle enquête. Républicain et démocrate, soucieux du respect des citoyens, on vous décrit comme un homme de conviction, vous dites ça? Oui, des convictions profondes. Je suis un humaniste. Pour moi, les notions de droite et de gauche, ça existe dans notre pays. Et moi, je suis plutôt du centre-droit. Mais je suis quelqu'un qui est ouvert, tolérant, parce que je pense que la vérité n'est jamais totalement d'un côté ou de l'autre. Et que ce qu'on doit rechercher, c'est l'intérêt général, le bien public, le bien pour notre pays. Et puis défendre, je vous le disais, les valeurs humanistes, la place de l'homme, la femme et l'enfant dans la société. C'est ça qui me paraît le plus important lorsqu'on est un responsable public. Défendre la femme et l'enfant dans la société. Nous sommes en plein dans l'actualité justement avec, on va pas reprendre donc les dernières crises et vous en parlez d'ailleurs avec brio dans Focus sur l'actualité tous les lundis matins et on vous remercie d'ailleurs de ces billets qui font l'écho de l'actualité des dernières heures voire des dernières semaines de Nice mais aussi en matière nationale et internationale. Comment vous voyez-vous aujourd'hui l'avenir des hommes et femmes de ce pays? On vit dans une société très, très compliquée, très morcelée, où souvent l'égoïsme l'emporte sur la solidarité. C'est vrai un peu partout dans le monde, il faut bien le reconnaître. Le monde est devenu très turbulent, avec des guerres, avec des conflits, avec des haines souvent. Et je pense que les choses malheureusement ne vont pas aller en s'améliorant parce que, avec notamment le réchauffement climatique, on sait très bien qu'un certain nombre de pays vont se retrouver dans des situations encore plus difficiles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc lorsqu'on parle des problèmes d'immigration, par exemple, c'est un sujet qui n'est pas derrière nous, il est plutôt devant, il faut en avoir conscience, il faut savoir comment on va pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Et quant à la société française, je trouve que les Français n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme le nôtre. Un pays de droit, un pays de justice, un pays qui a inventé les droits de l'homme et du citoyen, un pays où, mon Dieu, on n'est pas les plus malheureux du monde, où la solidarité entre les générations existe, où la solidarité entre les plus riches et les plus pauvres existe aussi. Oui. Mais on est un pays très irruptif. On est toujours sur le point de déclencher une insurrection ou une révolution pour parfois pas grand-chose. On l'a vu dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et je pense que plutôt que d'aller à la confrontation, on devrait plutôt prendre l'habitude de se mettre autour d'une table pour essayer de dialoguer et de négocier. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je le regrette parce que on avance de 2 pas, on recule d'1 pas. Et au détriment finalement de l'intérêt général, parce que quand on regarde aujourd'hui la situation de notre pays, le chômage continue d'augmenter, le pouvoir d'achat est plutôt à la baisse, et finalement, je ne suis pas sûr que les revendications où on veut tout avoir et tout de suite nous permettent de le faire. On sait bien que les pays aujourd'hui, les finances publiques des pays sont en difficulté, qu'aucun pays aujourd'hui n'est en mesure de distribuer ce qu'il n'a pas. Et donc, quand je regarde d'autres sociétés, regardons par exemple la société israélienne, qui est une société difficile,
qui est avec des problèmes existentiels, avec la guerre tout autour, il faut y faire face, eh bien on se rend compte que les Israéliens n'attendent pas tout de l'État. Ils se retroussent les manches et ils apportent à l'État. Ils essayent d'apporter plus que de recevoir. Absolument. Et on revient à la phrase de Kennedy, ne cherchons pas ce que l'on attend de notre pays, mais cherchons ce qu'on peut lui apporter. Je crois que cette phrase, elle est toujours d'actualité. Malheureusement, elle est un peu oubliée dans notre pays et je le regrette. Je voudrais qu'on reste juste un instant. Et ensuite, on va tout de suite parler de la ville de Nice, puisque c'est quand même le sujet de Sans détour. Mais on s'est permis avec vous cette petite parenthèse, je dirais, économique et politique du côté national, puisque, comme je le disais précédemment, vous animez Focus sur l'actualité le lundi sur l'antenne. Cette dernière question, avant de parler de la ville de Nice, Rudy Sall, qui est notre premier invité, je vous remercie, c'est vraiment un honneur de vous avoir pour ce Sans détour. Il y a eu les manifestations des Gilets jaunes au territoire national. On a vu les grandes problématiques des dégradations qui se sont passées, que je n'impute pas là tout de suite aux Gilets jaunes. De toute façon, ce n'est pas mon rôle. Comment ça se fait que c'est un peu la question que l'on m'a posée au niveau des auditeurs et puis des gens que je rencontre tout au long de la semaine, qu'à Nice, tout s'est bien passé. En tout cas, tout apparemment s'est bien passé. Écoutez, je ne sais pas quelle est la raison profonde. Il faut croire que les Niçoises et les Niçois sont peut-être plus heureux de vivre à Nice que les autres dans d'autres villes de France. Et que peut-être il y a moins de violence parce qu'on cultive davantage cet esprit de dialogue. Vous le savez, on a créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant une association qui s'appelle Alpes-Maritimes Fraternité, où tous les cultes et tous les partis politiques se parlent quand il y a une crise, quand il y a un problème. Et je crois que c'était utile de créer ce genre de structure pour quand ça va mal. Parce que, on sait bien qu'à ce moment-là, on a besoin de se parler. Mais je crois que les Niçoises et les Niçois ont quand même conscience de vivre dans une ville un peu protégée par rapport à d'autres, où la qualité de la vie est certainement meilleure. Et quand je vois l'action qui a été menée par la municipalité depuis 10 ans, avec une redistribution du pouvoir d'achat, parlons concrètement, vous payez 1 euro le ticket pour prendre le bus ou le tramway et circuler dans toute la métropole de Nice. J'étais il y a quelques semaines avec Christian Estrosi à Londres. J'ai regardé le prix du ticket de métro à Londres, 5,50 € le ticket. Bon, évidemment, on a une façon de vivre qui est un peu différente et on se rend compte que la solidarité, elle veut dire quelque chose ici. Finalement, la ville de Nice n'est pas si chère que tout le monde veut essayer de l'exprimer. Non, mais vous savez, en tant qu'adjoint au tourisme, je peux en parler. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toutes les bourses. Lorsqu'on accueille des congrès, par exemple, internationaux qui se tiennent à Paris, à Francfort, à Milan ou à Londres, et qu'ils viennent à Nice, ils se rendent compte qu'ils ont ici des hôtels de qualité pour beaucoup moins cher. Ils ont des services de restauration à tous les prix. Si vous voulez manger dans un restaurant étoilé, ça coûte ce que coûte un restaurant étoilé. Mais si vous voulez bien manger à un prix modique, eh bien, vous trouvez aussi la possibilité de le faire. Et si les touristes ou les congressistes peuvent trouver ce choix, les Niçois aussi. Rudy Sall, l'adjoint au maire de Nice, qui est notre invité de Sans détour. Vous êtes délégué au tourisme. On parlera des relations internationales et de l'animation des quartiers dans un instant, mais pour l'instant, on va parler du tourisme, justement. Comment se porte le tourisme de notre ville ? Alors le tourisme se porte bien et ça fait 10 ans que nous enregistrons chaque année une augmentation du nombre de touristes. Pour vous donner un exemple, lorsque nous sommes arrivés il y a 10 ans à la mairie, l'aéroport de Nice comptait 8 millions de passagers. Cette année, nous sommes à peu près à 14 millions de passagers en l'espace de 10 ans, avec des lignes internationales qui se sont ouvertes de façon très régulière et de façon très importante. Je prends encore une fois l'exemple d'Israël, où nous avons maintenant un vol à l'année sur EasyJet. À partir du mois de mai, nous aurons également un vol sur El Al, plus le vol Air France qui ouvrira l'été. Bon, eh bien, il y a 10 ans, il n'y avait aucun vol régulier. Il y avait quelques charters, bien sûr. Nous avons une ligne directe avec Delta Airways sur New York, et c'est la seule ville française en dehors de Paris à le proposer. Et nous avons, à partir du mois de mai, une ligne qui s'ouvre par ce qu'on appelle la compagnie, qui est une compagnie qui ne fait que du business, c'est-à-dire une classe business sur l'ensemble de l'avion. Et j'ai eu son directeur il y a quelques jours qui m'a indiqué
que les réservations étaient parties en pointe et que sur les réservations, il y avait à peu près 30% de Français qui réservaient dans le sens Nice-New York et 70% d'Américains qui réservaient dans le sens New York-Nice. Donc vous voyez, ça ce sont des chiffres qui sont tangibles. Après, vous avez d'autres chiffres tangibles sur l'hôtellerie et la restauration qui sont les chiffres de la TVA qui sont communiqués par le Trésor public. Eh bien, les chiffres de la TVA sont en augmentation d'à peu près 7 à 8%, bien supérieur au reste du département. Dans la métropole et dans la ville de Nice, nous avons un taux de TVA qui est plus important que ce qu'il est dans les autres villes du département. Enfin, pas le taux de comment dirais-je, le nombre de dépenses qui sont faites à la fois dans l'hôtellerie et dans la restauration est supérieur, avec évidemment un rendu sur la TVA. Donc ceci est dû évidemment à l'attractivité de la ville. La ville on a fait beaucoup d'efforts d'embellissement de la ville depuis quelques années. Évidemment, la coulée verte que tout le monde a qui est magnifique en et mémoire. qui est vraiment sur les réseaux sociaux pour Radio Shalom Nitzan, qui est vraiment le prestige. Tout le monde en parle de cette coulée verte. Tout le monde en parle. C'est à peu près 30 000 visiteurs par jour. La promenade des Anglais, dans sa nouvelle configuration, oui, embellie, sécurisée. Nous sommes en train de réaliser la deuxième tranche entre Magnan et Ferbert, de façon à ne plus faire de la promenade des Anglais une autoroute, mais en faire une véritable promenade, avec l'ouverture de la ligne 2 du tramway, qui vient de rejoindre l'aéroport, qui sera à Nice Étoile au mois de juin, puis qui sera au port au mois de septembre, et puis la ligne 3 au mois de décembre jusqu'à Saint-Isidore, et ce qui va réduire d'à peu près 20% la circulation automobile dans la ville, oui, et ce qui aujourd'hui faisait office de voies réservées aux bus est-ouest sur des rues comme la rue de la Buffa ou bien la rue Hôtel des Postes, qui vont devenir des coulées vertes et avec des voies pour réserver aux cyclistes. Donc vous voyez cet embellissement de la ville qui a une attractivité très forte, plus évidemment une promotion que nous faisons avec l'Office du tourisme sur tous les grands marchés mondiaux, évidemment, les marchés porteurs. Je pense au marché américain, mais je pense aussi au marché asiatique, sans compter les marchés européens. Tout cela ajouté fait qu'aujourd'hui, nous avons une destination qui attire du monde. Et pourquoi ? Parce que c'est une destination complète. Vous avez à peu près la possibilité dans la métropole de Nice de faire tout ce que vous voulez, et à tous les prix. Vous pouvez faire évidemment de la randonnée dans le moyen pays, vous pouvez faire du ski l'hiver, et Dieu sait si nous avons de la neige cet hiver dans nos stations, oui. Vous pouvez aller à la plage évidemment l'été, vous avez la gastronomie, vous avez la culture. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller pratiquement vous avez le shopping. À l'étranger, on peut rester à Nice, mais vous savez, je dis toujours aux touristes que je vais solliciter dans le monde entier, faire le tour de la métropole, c'est comme faire le tour du monde. Vous avez à peu près tous les paysages qu'on retrouve sur la planète. Et donc, en même temps, vous avez à la fois la mer, la montagne, la ville, c'est-à-dire que vous avez une offre extraordinaire. Et donc, cela ne m'étonne pas que notre destination soit de plus en plus attractive. Et elle est attractive aussi pour nous, parce que nous avons la chance d'y vivre. Absolument. Donc, juste une parenthèse avant de parler d'un autre sujet qui touche le tourisme. Finalement, est-ce qu'on peut dire, vous m'arrêterez si je me trompe, Rudy Sall, est-ce qu'on peut dire que l'après-attentat du 14 juillet, au niveau, je parle économique, les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre maintenant ? Alors, en 2016, après l'attentat, nous avons eu une baisse d'activité d'à peu près 8%. Elle a été à la même époque de 40% à Paris. Donc le choc a été plutôt amorti. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de résilience et parce qu'il y a eu une mobilisation de tous les acteurs publics et privés, pour dire nous sommes après une catastrophe, il faut relever la tête. Oui. Et 2017 a été une année où nous avons retrouvé les chiffres de l'avant-attentat, et 2018 est une année très positive qui là nous permet encore une fois de faire exploser les compteurs, si vous me permettez cette expression. Nous avons retrouvé un taux de progression très, très important. Et vous savez, ça a été un moment terrible pour nous, cet attentat du 14 juillet. J'étais sur la promenade des Anglais et croyez-moi, j'ai encore du mal à parler de cette époque, de cette soirée et de ce qui a suivi. Tellement le choc a été rude pour nous, tellement il a été terrible, tellement nous avons vu des familles endeuillées, notre ville salie, notre promenade des Anglais souillée de sang,
ce que l'on ne pouvait pas imaginer. Parce que la promenade des Anglais, c'est pas simplement une grande avenue touristique, c'est le lieu de rendez-vous des Niçoises et des Niçois. Les premiers pas, vous les faites sur la promenade des Anglais avec vos parents en sortant le dimanche. Vos premiers tours de vélo, vous les faites sur la promenade des Anglais. Vous avez raison, parce que à titre personnel, je les ai fait avec ma grand-mère. Moi. Exactement. Et puis vos premiers flirts, vous les faites aussi sur la promenade des Anglais et sur la plage de Nice. Donc tout le monde a des souvenirs de cette promenade des Anglais qui est un lieu de fête. Et le feu d'artifice, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de réjouissement. Et je pense à ces victimes qui sont mortes en regardant une dernière fois le ciel de la baie des Anges, en disant comme c'est beau, et qui ont fermé les yeux à ce moment-là, dans un chaos indescriptible. Croyez-moi, pendant des mois, je n'ai pas pu parler de la promenade des Anglais et prononcer même le nom de ma ville sans être interrompu par des larmes qui me montaient aux yeux, tellement cette émotion a été forte et je la garderai à tout jamais dans mon cœur. Attention, événement. Samedi 2 février à 20h30 au Palais de la Méditerranée à Nice. Grande soirée dansante israélo-orientale animée par DJ Hugo. Participation de Sabine Zerbib, danseuse orientale. Ne manquez pas le 2 février, une soirée unique. Entrée 30 €, 50 € en VIP avec reçu Cerfa, buffet sur place. Avec le concours de David Guez Organisation. Billetterie en ligne sur rcnradio.info. Renseignements au 07 56 984 006. 07 56 984 006. Le 2 février. La nuit sera longue avec RCN. Sans détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN. Merci pour toutes ces précisions. Rudy Sall, qui est notre invité, premier invité de Sans détour ce dimanche matin sur RCN. Le carnaval de Nice cette année, qu'est-ce que vous nous réservez ? Alors le thème du carnaval cette année, c'est le roi du cinéma. Oui. Pourquoi le roi du cinéma ? Parce que nous avons souhaité que toute l'année 2019 soit sur le thème du cinéma, car nous fêtons les 100 ans des studios de la Victorine. La Victorine, ça a été des studios mythiques du cinéma. Et puis, ces dernières années, les studios s'étaient un peu endormis, parce que la ville, à une époque, avait donné en délégation de service public à une société privée la gestion de ces studios qui, finalement, n'avaient rien fait. Et la ville de Nice, et Christian Estrosi, a souhaité récupérer la régie directe des studios de la Victorine pour relancer l'activité cinématographique à Nice, qui est une activité qui a toujours été très riche et qui mérite aujourd'hui de connaître une nouvelle jeunesse. Donc Christian Estrosi s'est entouré des plus grands experts du cinéma de façon à pouvoir relancer les studios. Et à l'occasion de ce centenaire, nous nous sommes dit, nous allons mettre le carnaval aussi à l'heure du cinéma, comme nous avons mis également Noël à l'heure du cinéma, comme il y aura également une grande exposition sur le cinéma pendant l'année 2019 et un certain nombre d'autres événements sur le thème du cinéma. Alors le thème du cinéma pour les carnavaliers, évidemment, ça a été un thème qui les a beaucoup inspirés. Donc je ne dévoilerai pas quels seront les chars. On a essayé. Mais nous aurons un roi carnaval, roi du cinéma, une reine du cinéma également. Et puis évidemment à partir de là, l'imagination de nos carnavaliers est sans limite. On verra aussi dans l'allégorie du carnaval des hommes politiques comme chaque année avec l'œil critique et acerbe de nos carnavaliers où chacun jouera son rôle dans ce grand cinéma du carnaval. Alors, le rendez-vous est pris, on redonne les dates quand même du carnaval ? Oui, c'est à partir du 16 février jusqu'au 3 mars. Voilà, un beau moment. Venez donc partager ce beau moment. Où que vous nous écoutez, vous pouvez venir à Nice, bien évidemment. Quels sont les projets que vous avez pour la ville de Nice, Rudy Sall ? Alors écoutez, il me faudrait plusieurs émissions pour vous en parler. On fera plusieurs volets. Mais les projets sont très nombreux. D'abord, il y a les projets d'aménagement de la ville, d'embellissement de la ville, de sécurisation de la ville. Tout ça fait partie d'un grand plan qui a été voulu par notre municipalité et par Christian Estrosi pour faire de Nice une belle ville, une ville agréable, une ville compétitive, une ville entreprenante aussi. Car vous le savez, Nice avait pour spécialité d'être tournée uniquement sur le tourisme.
Aujourd'hui, le tourisme continue évidemment son développement et le continuera, parce qu'il y a aujourd'hui 1,3 milliard de touristes dans le monde, il y en aura 2 milliards d'ici 5 ans, donc évidemment, c'est une activité en devenir, mais en même temps, Nice se développe, dans la plaine du Var en particulier, vers les technologies du futur, en particulier sur le développement durable, mais aussi dans les techniques de pointe en ce qui concerne la santé. Et donc c'est une ville qui est en train de développer des activités très fortes dans tous les domaines de l'innovation. Après cela, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions dans une année 2019 très riche en inauguration en matière de mobilité et de transport, parce que nous souhaitons effectivement que le transport soit facile dans la ville, que les Niçoises et les Niçois petit à petit puissent laisser leur voiture pour utiliser les transports en commun, structurés autour des 3 lignes de tramway qui seront celles... Y compris l'avenue, pardonnez-moi de vous interrompre, y compris l'avenue Jean Médecin, vous allez sécuriser ce côté-là? Alors, toutes les avenues et les grandes places de la ville sont en phase de sécurisation. Nous mettons des plots, nous mettons un certain nombre d'outils qui permettent d'empêcher toute intrusion de véhicules, mais nous avons aussi un système très développé de vidéosurveillance par caméra. J'étais il y a quelques jours à Turin, avec laquelle nous avons un partenariat dans le cadre d'une opération qu'on appelle Pacte Sûr et qui est soutenue par l'Union européenne avec Turin et avec la ville de Liège, car nous sommes des villes complémentaires. Nous avons beaucoup développé la télésurveillance. Turin a beaucoup développé l'analyse data, très fine, et donc ensemble nous allons développer disons des projets en matière de télésurveillance et d'analyse data très performants qui seront des modèles sur le plan européen. Donc nous travaillons avec nos services sur ces questions-là, des services qui se rapprochent et qui aujourd'hui font valoir leur complémentarité. Et croyez-moi, nous sommes impressionnés les uns et les autres par ce que nous faisons, et il se trouve que nous faisons des choses différentes, complémentaires, qui vont nous permettre de faire un bond en avant. Inutile de vous dire aussi que nous avons beaucoup travaillé pour la sécurisation de la ville avec des sociétés israéliennes, notamment tout le plan de sécurisation de nos écoles et de nos bâtiments publics, après l'attentat du 14 juillet, ont été réalisés avec des sociétés israéliennes qui nous ont permis d'avancer et de bénéficier de leur expertise dans ce domaine. Malheureusement, Israël était très en avance sur ces questions-là. Je dis malheureusement parce qu'on aurait préféré qu'il n'en ait pas besoin, et nous non plus. On parle de la sécurité, c'était justement ma prochaine question. Comment vous voyez aujourd'hui la sécurité au sein des écoles? C'est souvent une question que les parents, qui sont aussi nos auditeurs, se posent. Policiers armés, policiers non armés, intérieur, extérieur de l'enceinte de l'école, comment vous voyez les choses? Alors, le maire Christian Estrosi a fait valoir et a obtenu d'ailleurs l'autorisation du gouvernement pour mettre en pratique la surveillance des écoles par la police municipale. Il ne s'agit pas de faire de l'école un espace policier, mais il ne s'agit pas non plus de faire peur aux enfants avec la police. Parce que les enfants doivent comprendre que la police n'est pas là pour les agresser. La police, elle est là pour les rassurer, pour les protéger. Et je crois que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit apprendre à nos enfants quel est le rôle de la police, pour que la police soit soutenue par la population. Parce que on applaudit la police quand on en a besoin, et puis souvent on la critique autrement. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Alors la police municipale, pourquoi Christian Estrosi a-t-il voulu la mettre dans les écoles? Pour que cette police puisse être rattachée à une école, connaître les enfants, connaître les parents, connaître les enseignants, pour que, en cas de souci quelconque dans l'école ou dans le périmètre de l'école, eh bien, le policier puisse immédiatement intervenir pour appeler des renforts, ou pour signaler des comportements qui ne seraient pas favorables à une école ou qui pourraient présenter un danger. Et donc, il ne s'agit pas que le policier remplace le système éducatif ou qu'il s'insère dans le système éducatif. Le policier n'est pas un enseignant, il ne fait pas partie du corps enseignant, mais il est là pour apporter une sécurité supplémentaire pour nos enfants. Et franchement, quand vous interrogez les parents d'élèves, et d'ailleurs nous avons fait une consultation des parents d'élèves sur ce sujet, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Les parents d'élèves sont favorables à la sécurisation des écoles de leurs enfants. Nous savons bien que nous ne vivons pas dans une société de bisounours aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui parfois peut être dangereuse,
Et ce qui compte avant tout, c'est la sécurité des plus faibles et de nos enfants en particulier. On revient un instant dans quelques secondes sur le tourisme, mais pour rester et pour clore un petit peu, si on peut dire entre guillemets, si vous me permettez aussi cette expression, le dossier sécuritaire de la ville de Nice avec vous, Rudy Sall, qui est notre invité de Sans Détour ce dimanche matin. Les gestes qui sauvent aux enfants, c'est devenu un petit peu maintenant, entre guillemets, une mode utile justement, à l'école, au lycée. Vous êtes partie prenante de cela ? Oui, bien sûr. Vous savez, moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de noyés, d'enfants qui allaient à la plage et qui se noyaient, parce que les enfants ne savaient pas nager. Et puis on a appris à nager aux enfants dès l'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de noyades parce que les enfants savent nager. Eh bien, c'était un danger pour les enfants, on y a fait face. Et aujourd'hui, on doit faire face à d'autres dangers. Et c'est vrai que, à l'instar de ce qui se fait par exemple au Japon, on apprend aux enfants à réagir en cas de séisme. Et tous les enfants des écoles au Japon sont entraînés pour ça. Nous avons un certain nombre de dangers, y compris de la vie quotidienne. Eh bien, ça fait partie de l'enseignement de base des enfants. Il faut leur apprendre très jeunes comment est la société, quels sont les dangers qu'on peut rencontrer. Il y a une trentaine d'années, j'avais beaucoup travaillé sur un sujet qui était la prévention contre la toxicomanie. Et il y avait un débat à l'époque pour savoir si on devait prévenir les enfants dès leur plus jeune âge sur les dangers de la toxicomanie ou pas. Et il y avait ceux qui disaient bien sûr il faut le faire. À l'époque on éditait d'ailleurs une bande dessinée qui racontait comment la drogue pouvait faire des ravages dans la société dès le plus jeune âge. Et puis il y avait ceux qui disaient mais il ne faut pas en parler parce que on va faire peur aux enfants ou bien on va leur parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas encore. Et on s'était rendu compte que d'ailleurs, lorsque les enfants découvraient le problème de la drogue, c'était quand ils étaient sollicités déjà par les dealers. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il valait mieux prévenir que guérir, et que finalement, que les enfants soient à ce point informés dès leur plus jeune âge, est quelque chose qui est important. Vous voyez, l'autre jour, j'entendais ma petite fille qui a 8 ans et demi, et qui me disait, tu sais papy, est-ce que tu connais ce chanteur, un chanteur de rap que je ne connaissais pas ? Alors je lui dis non, et alors il me dit, ben tu sais, il vient d'être condamné, il va faire de la prison. Je lui dis, et pourquoi ? Elle me dit, ben parce que il a pris de la drogue, il prenait de la cocaïne, papy. Et je lui dis, mais tu sais ce que c'est ? Elle me dit, mais oui, c'est de la drogue, c'est très dangereux pour la santé. Elle a 8 ans et demi, et j'étais époustouflé de l'entendre me parler de ce problème comme ça, et elle en parlait avec sa copine, et elle se disait, ben, écoute, je ne sais, alors elle me disait, je ne sais pas s'il a pris 15 mois ou 15 ans de prison. Bon, ça c'était un peu vague. Mais, vous voyez, donc, je crois qu'il est important que les enfants soient au courant de ce qui se passe, et qu'ils ne soient pas pris au dépourvu si quelque chose arrive, en souhaitant évidemment que ça n'arrive jamais. Absolument. Le tourisme chinois, je vous avais promis qu'on revenait quelques instants sur le tourisme. Le tourisme chinois, on n'en a pas parlé. Alors, selon les chiffres que j'ai eus, mais je suis face à la personne justement qui peut me corriger si je me trompe, et avec plaisir, il aurait progressé sur Nice de 15 à 20%. Par an. Par an, oui, bien sûr. Exactement. Absolument, merci de préciser. Oui. Voilà. C'est un énorme marché. Vous avez 1,3 milliard de Chinois. Et vous avez à peu près 100 millions de millionnaires en Chine. 100 millions de millionnaires, vous imaginez. Et ce sont des gens qui ont envie de sortir aujourd'hui, qui ont envie de connaître le monde. Ils adorent la France. Et en France, ils connaissent 2 villes, Nice et Paris. Permettez-moi de mettre Nice le premier, ou Paris et Nice, si vous voulez, c'est la même chose. Je vous comprends, je crois. Mais il y a 2 villes connues en Chine, Nice et Paris. Nous avons beaucoup travaillé sur ce marché depuis 10 ans. Alors, nous avons accueilli le président chinois en 2010, qui évidemment a mis un coup de projecteur sur Nice très important. Nous avions aussi accueilli une grande convention avec 8000 Chinois qui étaient venus, une entreprise qui avait fêté ses 20 ans à Nice et qui avait invité ses 8000 collaborateurs. Ça avait fait un buzz extraordinaire. Et puis, depuis lors, nous travaillons beaucoup ce marché chinois en multipliant notamment les opérations culturelles. Nous avons vendu le ballet de l'Opéra de Nice, le chœur de l'Opéra, des production de l'Opéra de Nice, et puis nous avons vendu depuis 2 ans le Carnaval de Nice en Chine. La première année, ça a été dans la ville de Xiamen. L'année dernière, ça a été dans la ville de Ningbo. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons eu 200 000 spectateurs et nous avons eu 100 millions de téléspectateurs sur les télévisions chinoises.
Et ils ont tenu, les Chinois, à ce qu'on appelle le carnaval de Nice à Ningbo. Ningbo est une ville de 8 millions d'habitants. Mais c'était le carnaval de Nice. Vous avez eu 100 millions de téléspectateurs. Sur les télévisions. Vous vous rendez compte, chinoises. vous avez dépassé le score de l'Eurovision. Absolument. C'est magnifique. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça continue de faire du buzz sur tous les réseaux sociaux chinois. Il faut savoir que les réseaux sociaux chinois sont très puissants. Alors ce ne sont pas les mêmes que chez nous. Ça n'est pas évidemment Facebook ou Twitter. C'est des réseaux chinois. Mais les Chinois sont extrêmement connectés. C'est probablement un des peuples les plus connectés au monde aujourd'hui. Les Chinois ne payent quasiment plus avec de la monnaie. Ils ne payent plus qu'avec leur téléphone. Et d'ailleurs, lorsque vous arrivez, vous êtes un peu dépourvu parce que la plupart des commerces ne prennent même plus les cartes de crédit. Donc c'est vous dire que ce travail que nous avons fait auprès de la clientèle chinoise porte ses fruits aujourd'hui. On est sur le point d'ouvrir un vol direct entre Nice et la Chine. Les autorités chinoises ont donné les droits de trafic à la compagnie Air China. On attend que cette compagnie dépose son dossier, mais d'autres compagnies sont sur les rangs pour ouvrir un vol direct sur la Chine. Et aujourd'hui, nous avons déjà la capacité de faire voler entre Nice et la Chine 150 000 passagers, ce qui fait une ligne rentable. Absolument. Et régulière. Oui. Donc vous voyez, et nous sommes la seule ville de France, en dehors de Paris, qui peut revendiquer cette activité soutenue aujourd'hui sur la Chine, aussi sur la Corée, sur le Japon, mais sur la Chine avec un niveau de progression à plus de 2 chiffres, ce qui est tout à fait extraordinaire, puisque je vous dis c'est entre 15 et 20%. Vous allez le faire dans d'autres pays? Vous avez le projet de le faire dans d'autres pays peut-être? Alors, nous le faisons pour l'instant avec la Chine. Vous savez, exporter le carnaval de Nice, ça coûte cher. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se payer le carnaval de Nice aujourd'hui. Les Chinois, aujourd'hui, consacrent beaucoup de moyens à l'internationalisation de leur politique, notamment sur le plan culturel. Ils veulent s'ouvrir au monde et pour eux, la France, Nice, nos traditions, nos cultures sont des choses qui les intéressent beaucoup. Et donc ils veulent investir là-dedans, ils l'ont prouvé, ils le font avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, mais ils attendent aussi de nous en retour de la gentillesse et du respect. Et croyez-moi, on prend beaucoup de soin dans la relation avec la Chine. C'est très important la relation. Mais on ne traite pas les Chinois comme on traite d'autres pays. Ils ont une culture différente qui est basée sur le respect, sur la confiance. Ça prend du temps à avoir la confiance des Chinois, mais quand vous l'avez, eh bien vous tissez des liens qui sont très solides. Et c'est comme ça que depuis 10 ans, on a réussi à développer cette relation qui est aujourd'hui très puissante et qui nous permet d'être, au niveau français, la première destination pour les Chinois en dehors de Paris. Et donc nous en sommes évidemment très fiers. On va terminer petit à petit ce sans détour. Rudy Sall, qui est notre premier invité, et on tenait à cœur à vous avoir. Encore quelques questions. Juste une toute petite sur la Chine. La Soca en Chine? Alors la Soca en Chine. On essaye d'avoir toutes les infos. Alors la Soca en Chine, écoutez, pas encore, mais ça pourrait se faire. J'ai déjà vu de la Soca à New York. Oui. Et on la mange dans un restaurant qui s'appelle Nitsa. Je sais. Donc ça c'est déjà un point important. Mais il paraît qu'elle est bonne, me dit-on derrière. Elle est très bonne, je l'ai goûtée, donc je peux le certifier. Il y a une petite différence, ils mettent du parmesan par-dessus. Bon, ça c'est pas très réglementaire, mais enfin bon, c'est au goût américain. Mais Luc Salcedo, qui était un grand chef niçois et qui aujourd'hui fait la Soca Chips, vient de sortir une petite bouteille dans laquelle il y a ce qu'il faut de farine de pois chiche, une dose d'huile d'olive, et vous rajoutez de l'eau, vous secouez, vous mettez sur la poêle à frire, et vous faites de la soca. Eh bien, je pense que peut-être un jour, on pourra exporter de la soca en bouteille à nos amis chinois, et je pense qu'à ce moment-là, elle aura le même goût que celle de Nice. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, la Côte d'Azur est le premier pôle français de tourisme d'affaires après Paris. On en parlait justement il n'y a pas quelques instants, avec des projets dans un futur proche, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on parle du grand complexe à la gare de Thiers, ce que l'on appelle le complexe Diamant. Voilà. Alors, le Diamant, c'est d'abord un immeuble en forme de diamant, tout en verre, avec, comment dirais-je, une architecture extrêmement audacieuse, dans laquelle il y aura un hôtel Hilton, dans laquelle il y aura également une salle de spectacle, il y aura également des commerces qui permettront d'entrer d'ailleurs dans la gare Thiers depuis la station de tramway qui se trouve justement à hauteur de l'avenue Thiers. Donc au lieu d'aller jusqu'à l'entrée de la gare Thiers, vous pourrez entrer par l'avenue Jean Médecin, traverser cet ensemble et arriver dans la gare Thiers. Un peu plus haut,
la gare du Sud, d'ici 2 mois et demi, eh bien, dans la halle de la gare du Sud, vous aurez là un espace de restauration tout à fait extraordinaire, avec tous les types de restauration possibles, et qui sera un lieu d'animation très fort pour la ville, et qui sera un lieu de rendez-vous, je vous garantis, qui sera très prisé par les Niçois et par les touristes. Et puis, nous avons Acropolis et Nicaïa qui sont réunis aujourd'hui dans une même régie que je préside d'ailleurs. Absolument. Et qui aujourd'hui travaillent de concert, c'est-à-dire que on peut faire des concerts à la fois à Acropolis et à Nicaïa, mais on peut faire aussi des congrès à Nicaïa ou à Acropolis. Et je rappelle que Nicaïa est maintenant relié au tramway directement, et ce qui permet d'accéder ensuite à tous les hôtels du centre-ville. Enfin, nous avons un très gros projet qui sera situé à l'emplacement du marché d'intérêt national, en face de l'aéroport, qui sera un palais d'exposition de 70 000 mètres carrés, c'est-à-dire un lieu d'exposition qui pourra attirer les plus grandes conventions mondiales, qui aujourd'hui vont à Londres, à Paris, à Milan, Francfort ou Barcelone, qui ne peuvent pas venir sur la Côte d'Azur, et là on pourra les accueillir, c'est-à-dire avec 30 000, 40 000 participants, et comme devant vous aurez la gare du tramway, mais aussi une gare multimodale avec la SNCF, vous pourrez, en remplissant tous les hôtels de la Côte d'Azur, vous rendre directement au centre-ville de Nice en quelques minutes, ou bien à Cannes et Monaco si les hôtels sont plus éloignés, par le train directement, avec des trains à une cadence à peu près un quart d'heure, et l'aéroport en face, ce qui en fera un centre multimodal unique en Europe. La ville de Nice va complètement changer, on va dire, entre maintenant et les 10 prochaines années? Oui, mais même moins que ça. On peut dire que pour le palais des expositions, on est plutôt à l'échéance 2023-2024. La gare multimodale devrait être, et la gare SNCF de l'aéroport devrait commencer à fonctionner en 2021. Vous voyez, on est en 2019, ça fait 2 ans. Les choses vont aller très vite. Parlons un peu sport pour terminer cette interview, Rudy Sall. Cette interview de Sans détour, dont vous êtes l'invité, le premier invité, on vous remercie une nouvelle fois. L'OGC Nice, une équipe qui fait souvent la fierté, cette ville, de par sa diversité, mais aussi de l'image qu'elle donne quand elle n'est pas à Nice. C'est vrai, vous savez, d'abord, c'est un des clubs les plus anciens de France, qui porte les couleurs rouge et noir, comme la ligne 2 du tramway d'ailleurs, qui s'en est inspirée, qui aujourd'hui bénéficie d'un stade qui est évidemment à la hauteur de nos ambitions. Alors certains, évidemment, pouvaient regretter le rail, parce que c'était des souvenirs, et souvent des souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, nous avons une enceinte sportive qui est digne des plus grands stades européens. Et c'est vrai que notre club est un club à la fois fier et respectueux. On n'a pas, comme dans certaines autres équipes, des équipes de hooligans ou des gens qui se conduisent mal. On a souvent, évidemment, dans la tribune sud, le tempérament un peu chaud, mais ça c'est normal. Oui, et puis on est dans le midi. Sport, et on est dans le midi aussi. Mais ça reste bon enfant. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour nous de voir que cette équipe, cette saison, se comporte, après un début qui a été un peu difficile, mais se comporte bien, et dans la première partie du tableau, et nous espérons que dans les semaines qui viennent, le classement va encore progresser, parce que finalement, on n'est pas très loin du deuxième, hein, à part Paris, qui évidemment est très loin devant tout le monde. Paris, on là, peut pas rivaliser. C'est un peu différent. Une petite pensée pour nos amis monégasques qui, eux, en revanche, sont en train d'un peu de mordre la poussière. Exactement. On va accueillir quelques matchs pour 2024 à Nice. Oui, absolument. C'est prévu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons accueillir de grandes rencontres internationales, ce qui était impensable auparavant. Et donc, que ce soit la coupe féminine, que ce soit y compris le rugby, que nous avons accueilli l'équipe de Toulon pour quelques grands matchs. Donc, dans cette enceinte, aujourd'hui, nous avons une enceinte événementielle qui nous permet d'accueillir de grandes rencontres sportives. Nous l'avons vu notamment pour l'Euro de football, qui a été une réussite parfaite, et je crois que en plus Nice a été classée au moment de l'Euro de football comme la ville la plus accueillante pour les matchs, et je dirais la mieux équipée aussi pour accueillir les spectateurs qui viennent souvent de loin, parce que deuxième aéroport de France, deuxième capacité hôtelière de France, donc évidemment nous réunissons beaucoup d'atouts. On va terminer cette interview avec nos 3 questions, qui seront les 3 questions et qui clôtureront toutes les interviews de Sans détour. Rudy Sall, qu'est-ce que vous avez adoré cette année 2018? 2018, qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré beaucoup de choses, mais quel est le fait marquant qui m'a
qui m'a touché le plus. Alors, je pourrais vous parler évidemment de faits marquants, niçois, nationaux, internationaux. Je vais revenir à des choses beaucoup plus personnelles. Je vous en prie. Vous savez, je suis 2 fois grand-père, d'une petite fille de 8 ans et demi et d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et ce qui me ravit, c'est de les entendre et de les voir presque tous les jours d'ailleurs. Et j'avoue que 2018, mon petit bonhomme de 2 ans et demi commence à parler. Oui. Donc je dirais que presque tous les jours, je découvre un mot nouveau. Et c'est quelque chose de très touchant pour moi. Magnifique. Merci pour cette confidence personnelle. Alors, qu'est-ce que vous avez détesté? Je sais que vous vous doutiez de cette question. Qu'est-ce que j'ai détesté? La violence. Oui. Voilà. La violence, où qu'elle se manifeste. Vous voyez, le mouvement des Gilets jaunes est parti de revendications légitimes, notamment la taxation de l'essence. Et j'étais contre cette augmentation des taxes. Et puis après, il est venu l'augmentation de la CSG sur les retraites. J'étais contre cette augmentation de la CSG sur les retraites. C'était des demandes très légitimes. Et puis ensuite, on est parti dans une espèce de confusion parce que le mouvement s'est laissé déborder par des casseurs professionnels. Et j'ai été profondément choqué par le fait qu'on ait pu souiller l'Arc de Triomphe, qui est le symbole de notre pays, qui est la tombe du soldat inconnu. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, et ça n'avait encore jamais été touché jusque-là. Donc là, oui, j'ai été très en colère et très heurté par ces manifestations de violence qui ne devraient pas avoir droit de cité dans notre pays. Ça vous fait peur? Oui, Ce qui est arrivé, qu'on soit arrivé à ce stade-là? Oui, parce que, vous savez, à un moment donné, je regardais les images à la télévision et je me rendais compte que la police n'en pouvait plus. Elle n'était pas suffisante pour faire face à cette violence et à ces casseurs, qu'elle était souvent obligée de reculer. Et je me disais, on risque d'aller vers le chaos. On n'est pas passé loin. Alors ensuite, les effectifs ont été doublés. Les samedis qui ont suivi, la situation a été mieux maîtrisée. Mais quand même, quand vous voyez des magasins pillés, brisés, des voitures brûlées, et j'étais à Paris un samedi après-midi et j'ai vu tout ça de mes yeux. Et j'ai même vu un de mes amis qui m'a montré une vidéo prise sur le radiotéléphone de son fils, où son fils était à son balcon en train de regarder la manifestation, et tout à coup il a vu sa voiture renversée, et puis ils ont mis le feu à sa voiture, et j'entendais dans la vidéo les cris de son épouse et de ses enfants qui assistaient à ce spectacle impuissant depuis leur fenêtre. Et je me disais, on n'a pas le droit de faire ça dans un pays démocratique. Le peuple décide par son vote, par les urnes. On en prend pour 5 ans. Et puis si on n'est pas content au bout de 5 ans, eh bien on vote contre, mais on n'agit pas de la sorte, parce que on touche de façon aveugle des familles entières, des femmes, des enfants, des hommes qui travaillent, qui gagnent leur vie, et souvent difficilement, et en quelques minutes, vous avez des vies qui peuvent s'effondrer, et vous avez des situations qui peuvent virer au cauchemar. Eh bien je dis ça, dans une société libre, démocratique, dans une république, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Rudy Sall, notre dernière question. Merci pour cette précision, cette véritable précision. Est-ce que vous avez un rêve pour votre ville? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je rêve pour cette ville depuis que je suis né. Je n'ai pas fait de la politique pour la politique. J'ai toujours voulu faire de la politique pour ma ville. J'aurais été incapable d'être un parachuté où que ce soit. Incapable. Et lorsqu'à l'époque, en 1982, c'était même le 18 décembre 1982, je m'en souviens très bien, Jacques Médecin m'avait proposé d'être sur sa liste municipale aux élections de mars 83, où je suis entré au conseil municipal, d'ailleurs avec Christian Estrosi, nous étions 2 jeunes conseillers municipaux. Eh bien, j'avais dit à Jacques Médecin à l'époque, monsieur le maire, vous me permettez de réaliser un rêve de gosse. Et ce rêve, je continue de le vivre tous les jours, en me consacrant à cette ville que j'aime profondément. J'y suis né, j'y ai grandi, j'ai fait de la politique pour ma ville, et non pas pour un parti politique, non pas pour de grandes idées, même si on en a tous au fond de soi, oui. Mais j'ai toujours pensé à ma ville avant toute chose. Et donc mon rêve, c'est de pouvoir continuer de servir ma ville en étant au plus près des réalités de la vie de chacun. Parce qu'en réalité, quand vous faites de l'administration municipale, comme nous le faisons, on ne fait pas les choses pour soi, on les fait pour les autres.
Alors c'est un gros investissement, c'est souvent beaucoup de sacrifices sur votre vie privée, sur votre vie personnelle, parce que souvent vous êtes à droite et à gauche les soirées, les week-ends. Quand d'autres partent en week-end, eh bien vous êtes en train d'inaugurer ou bien de participer à une manifestation culturelle ou sportive, et vous devez le faire avec bon cœur, vous devez le faire avec dévouement. Ça ne doit pas être une charge, parce que si c'est une charge, c'est foutu. À ce moment-là, vous ne faites pas les choses bien. Donc, mon rêve, c'est de pouvoir continuer de servir cette ville. Nous le faisons avec Christian Estrosi, avec ce même partage. Se lever chaque matin et de se cet dire, amour pour Nice, en se disant, qu'est-ce que je vais faire et aujourd'hui, pour la ville. on part à la mairie, on part sur le terrain avec enthousiasme. Et donc, mon rêve, c'est de voir que tous les projets qu'on a imaginés, dessinés, sont en train de se réaliser, que beaucoup d'entre eux vont être inaugurés cette année, en 2019. Je vous assure que la vie va changer dans l'année 2019 pour beaucoup de Niçoises et de Niçois qui vont avoir de nouveaux services à leur disposition. Et notre fierté, c'est de pouvoir dire, on l'a fait. Puisqu'on est sur Radio Shalom, je vais me permettre le terme, un grand Mazel Tov pour la ville de Nice. Merci beaucoup pour la ville de Nice. J'accepte ce Mazel Tov avec le plus grand bonheur. Je vous le transmettrai à Christian Estrosi, qui ô combien aime, et je reprendrai ces mots parce que ça lui appartient, cette belle cité. Voilà, je l'entends toujours sur les interviews en train de dire cette belle cité. Je recevais aujourd'hui comme premier invité, ce fait un grand honneur de l'avoir pour cette ouverture de cette nouvelle émission qui rentre dans la famille de Radio Shalom Nissan RCN. Sans détour, Rudy Sall, adjoint au maire de Nice, délégué au tourisme, aux relations internationales et à l'animation des quartiers. Je voulais vous remercier d'avoir pris du temps. Vous êtes livré avec aucun détour, justement, sans détour sur Radio Shalom Nissan, et d'être venu en ce dimanche matin sur RCN pour animer cette émission. Merci Rudy Sall. Merci à vous. Et on se dit à demain, puisque demain c'est focus sur l'actualité, puisque nous sommes lundi. Et oui, à 7h55, je serai réveillé. Voilà, merci Rudy Sall. Le prochain numéro de Sans Détour sera le dimanche 3 février à 10h. Je recevrai Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il sera à notre micro. Sans Détour, l'émission qui fait l'écho de l'actualité locale de la ville de Nice et de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque premier dimanche du mois à 10h sur RCN.